Rostov, je suis sociologue, j'ai un cabinet qui s'appelle Chronos, et qui, une sociologie qui, depuis longtemps, s'est saisie de ces problématiques du numérique. Et peut-être que la meilleure façon d'expliquer Dwight City, c'est de le remettre en perspective de ces problématiques de la ville et des habitants dont nous sommes saisis dès 1997. Et ce sont les problématiques de mobilité qui progressivement se sont étendues. Ce domaine d'extension du périmètre des mobilités ne cesse d'être à l'œuvre. Et bien évidemment, nous avons très tôt percuté sur les enjeux du numérique. Nous avons été après ça, encouragés à élargir ce champ dans une complicité avec la FIOM autour, en 2006, je crois, du programme Ville 2.0. Et là, nous avons ouvert un certain nombre de pistes, notamment celle de l'éditorialisation de la ville, qui aujourd'hui débouche sur les problématiques de la donnée. Et puis, nous étions énormément sollicités par toute une série d'acteurs des territoires, mais aussi toute une série d'autres acteurs qui œuvrent autour de ces enjeux, les agences d'urbanisme notamment. Donc, il nous a amené très très naturellement à mettre en place ce programme Dwight City. Donc, Dwight City, c'est, comme son nom le dit, ou devrait le dire, donc ça renvoie bien évidemment au do it yourself, ça renvoie à une notion d'empowerment, dont la traduction n'est pas très très aisée en français, mais parlons là d'autonomisation des usagers, comment les accompagner dans cette ville qui est beaucoup plus complexe et dans un parcours qui est beaucoup plus individualisé. Et puis d'un autre côté, quelque chose qu'on appellera les maîtrises d'usage, un petit peu dans le sillage des maîtrises d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage. Ce sont du côté des acteurs de la ville, des opérateurs de la ville, la possibilité de reconsidérer un certain nombre de paradigmes, et notamment est-ce qu'il faut continuer d'empiler des infrastructures sur des infrastructures? Est-ce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, mettre à profit le numérique dans une maîtrise des usages? Sans développer le propos, on voit comment aujourd'hui appliquer sur la voiture, c'est-à-dire du covoiturage, de l'autopartage, qui sont en fait des usages beaucoup plus productifs de la voiture. Je ne développerai pas parce que le temps est extrêmement bref. Simplement pour dire donc que ce programme Dwight City, monté en cousinage avec nos amis d'Afing et l'Ancité Labo, adresse les collectivités territoriales et explore dans des ateliers participatifs toute une série de thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure par le maire de Nanterre, c'est-à-dire en fait comment acculturer les problématiques du numérique, comment s'en saisir, comment passer outre cette image, cette représentation qui oscille entre un monstre numérique qui dicterait nos actes, qui serait producteur de fractures sociales, qui serait compulsif, etc. Et puis un numérique magique que nous promettrait un certain nombre d'acteurs qui y voient tellement les solutions qu'ils sont prêts à faire des villes qui seraient uniquement numériques. Donc ce n'est évidemment ni l'un ni l'autre. Le numérique, c'est bien évidemment ce qu'on en fait, ce que les citadins et les usagers de la ville en font, et ce que les acteurs de la ville sont capables d'en faire. Voilà, donc c'est un programme qui est maintenant en place depuis le printemps, et donc autour d'un certain nombre d'ateliers, et qui va grandir avec un certain nombre de partenariats que nous sommes en train de mettre en place. Bonjour à tous. Donc s'agissant du programme Cité Labo, c'est
un dispositif qui s'inscrit dans la suite du programme Ville 2.0, qui avait été la première occasion pour nous à la FIN de nous intéresser à ces thématiques urbaines, qui aujourd'hui nous occupe encore. Donc Cité Labo est associé à Dot City, le prochain atelier le 12 octobre, qui a à dire consacré à l'espace public. Et Caroline de Franville, qui en est l'animatrice, je ne sais pas si elle est là, elle va arriver. Alors, le Cité Labo à la FIN fonctionne aujourd'hui plutôt comme un dispositif qui donne de la visibilité aux différents chantiers FING qui s'intéressent et traitent d'une manière ou d'une autre ces thématiques urbaines. Et présenter un peu platement les choses, je me disais que ça serait bien de tisser un peu les choses autour du thème d'aujourd'hui. Par exemple, nous avons fait un travail extrêmement intéressant sur la rive droite de Bordeaux, sur 4 communes de la banlieue de Bordeaux, où on s'est intéressé on a essayé de faire, comme ça a été fait ici, comme l'a évoqué tout à l'heure monsieur le maire adjoint, on est allé regarder dans les réseaux sociaux ce que les gens écrivaient sur leur ville. Et ça a été vraiment une découverte extrêmement intéressante pour nous. Hein, le foisonnement de publications, de billets, la richesse dans les modes d'écriture, hein, c'est pas seulement du texte, c'est des photos, des vidéos pour lesquelles rebondissent des commentaires. Et une des découvertes les plus intéressantes dans ce travail, c'était de constater que, donc en regardant dans Facebook, MySpace, Twitter, NetBlog, différents blogs, plus de la moitié des publications concernaient le territoire de cette rive droite de Bordeaux. Avec là-bas d'ailleurs un élément sémantique tout à fait intéressant, c'est que là-bas les gens revendiquent l'appellation de rive droite. Il y a une sorte d'affirmation identitaire dans le territoire périurbain. C'était vraiment tout à fait intéressant de voir de quelle manière les gens s'étaient saisis de ces nouvelles capacités, cet empowerment dont parlait Bruno, pour en faire des choses, notamment raconter leur vie dans le territoire où ils sont mis. Après, une des difficultés est d'essayer de voir comment les acteurs urbains peuvent se saisir de ces nouvelles dynamiques, comment à la fois l'action publique d'un côté et puis ces nouvelles compétences, ces nouvelles postures des habitants d'un territoire peuvent s'articuler. Ça, c'est un sujet difficile, dont à mon avis, la journée d'aujourd'hui permet encore d'approfondir le sujet. Un deuxième exemple autour de cette thématique de lire et écrire la ville, on a accompagné cette année la communauté urbaine de Bordeaux. Désolé, je suis très aquitain dans mes exemples, mais dans l'ouverture de ces données publiques, donc c'est quelque chose qui est en cours, qui est en train de se faire. Et nous, on avait mené une série d'ateliers Cité Labo avec à la fois des agents de la CUB, mais aussi tout un échantillonnage de l'écosystème d'innovateurs du territoire, pour essayer d'imaginer des services un peu innovants qui réutiliseraient ces données publiques ouvertes par la CUB. Et un des sujets qui a été travaillé jusqu'au bout dans ces ateliers, c'était l'idée d'une plateforme mise à disposition par la communauté urbaine de Bordeaux pour permettre aux gens de compléter leurs données. Et on voit bien ici que l'open data est vraiment un levier tout à fait intéressant d'innovation pour engager avec les citadins des formes de dialogue et d'écriture tout à fait intéressantes autour des données. Le premier exemple qui avait été proposé par cet agent de la CUB qui avait proposé cette idée, c'est-à-dire nous on a des données mais elles sont incomplètes, elles sont imparfaites et les gens peuvent les enrichir. Et par exemple, sur la couverture végétale, la CUB a des données sur les arbres dans l'espace public, mais n'a aucune donnée dans ce qui concerne les espèces végétales dans un jardin. Or, en proposant aux gens de pouvoir contribuer sur cette plateforme, en donnant un crotte cubique, un mauvais jeu de mots, crotte sourcil et la CUB, mais voilà, on avait la possibilité, là, d'un seul coup, de pouvoir coproduire une collection complète de données sur la couverture végétale de la ville. Évidemment, il y a plein d'autres exemples. Mais voilà une deuxième manière de lire et d'écrire la vie. J'ai encore 2 minutes, là, c'est bon? D'accord, 33 secondes. 33 secondes. Alors, juste pour dire, le chantier aussi intéressant en ce moment, et qui, je trouve, résonne aussi avec ce thème, on fait tout un travail sur l'habitat, qui s'appelle l'habitant connecté. Et on voit bien là aussi que, à partir du domicile, qui est un domicile, enfin, 3 foyers sur 4 sont connectés, 9,4 équipements numériques dans le foyer, c'est extrêmement précis. Enfin, on voit bien que l'habitat et l'habitant, enfin l'habitant habite dans une espèce de station de communication, il peut se passer plein de choses, il y a énormément de dialogue et de lecture-écriture aussi entre l'habitant,
ces différentes couches de ces environnements, plus ou moins proches, plus ou moins lointains. Voilà. Chargée de projet sur le programme Innovation démocratique, également sur un autre programme de l'AFIG qui est le Carrefour des possibles. Donc, dans le cadre du programme Innovation démocratique, en fait, on travaille sur l'émergence de nouvelles conditions de la démocratie locale via le numérique essentiellement, sachant qu'on s'attache toujours à hybrider le présentiel et le distanciel, puisque c'est la base de la participation citoyenne. Donc, ce programme est issu de la première édition de Démocratie en réseau qui a eu lieu en 2008. Et à partir de là, nous avons comme partenaire la région Île-de-France et également 3 territoires franciliens partenaires qui sont le Conseil général du Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et Paris, qui sont en fait nos lieux d'expérimentation. Donc là actuellement, le programme Innovation démocratique, donc, qui fait beaucoup de veille, travaille essentiellement sur des expérimentations citoyennes en lien avec des agents, des élus ou des citoyens directement. Donc moi j'ai pris le parti de vous présenter très succinctement les 4 expérimentations qu'on mène actuellement, que vous retrouvez également sur notre blog de manière un peu plus détaillée. Donc, avec le Conseil général du Val-de-Marne, on a travaillé sur la représentation de la démocratie continue, donc, qui hybridait un avis citoyen qui avait été rendu lors de débats qui avaient été organisés par le Conseil général. Et il apparaissait la difficulté d'inclure le citoyen après la remise de cet avis, puisqu'il y a 6 mois avant que ce soit soumis au vote par les élus. Et actuellement, c'est un peu une période sur laquelle le citoyen n'est plus du tout inclus, puisque ça se passe au sein des directions. Donc on a travaillé, je vous laisserai aller découvrir sur un système de timeline et également les comptes rendus de toutes les décisions qui étaient rendues au sein des directions du Conseil général. Donc c'est quelque chose d'assez novateur qui est très peu fait actuellement au sein des collectivités. On a également là travaillé vraiment sur l'aspect hybridation présentielle-distancielle, là où c'est peut-être le projet sur lequel on a plus travaillé, donc avec la mairie de Paris, avec lequel on a travaillé, donc tout à l'heure on entendait justement la question d'échelle métropolitaine, donc c'était la thématique était justement celle-ci, c'est comment les pratiques locales, qui sont peut-être le plus simple à mettre en place au jour d'aujourd'hui, peuvent contribuer à la mobilisation citoyenne à l'échelle de la métropole, voire également à d'autres échelles. Donc là, on a travaillé le présentiel par le biais de réunions de travail et également de workshops. Donc il y avait 4 lieux sur la métropole, puisque l'idée c'était vraiment d'être à l'échelle de la métropole, et c'est pas Paris s'adresse à la métropole. Donc sur chacun de ces lieux, il y avait des designers qui animaient un workshop sur le thème évoqué. Et après, en seconde partie, il y avait un débat numérique retransmis sur le site de paris.fr. Et autour de chaque table, il y avait un designer, un élu et également un rapporteur pour remonter les expériences qui avaient été débattues sur chaque table. Donc sur la Seine-Saint-Denis, c'est peut-être le projet qui est le moins abouti. Donc le programme a joué sur 3 ans. Donc là on arrive à la moitié. Donc on travaille sur la participation citoyenne des jeunes. C'est un public qui est très difficile à capter. Donc on a mis tout en place avec eux. Il a fallu déjà les rassurer, les amener vers le numérique. Parce que malgré le fait qu'il y ait un taux d'équipement important, qu'ils aient facilité à aller vers le numérique, la participation citoyenne n'est pas quelque chose de naturel, pour tout le monde, je pense. Donc du coup, à partir de ce moment-là, maintenant, la seconde étape va être de mettre avec eux en place vraiment une expérimentation sur la participation citoyenne via des workshops et puis des journées où on va sortir avec eux. Donc d'ailleurs, la 4e expérimentation qu'on mène actuellement, là on est plus sur des recherches, des pistes de scénarios qui n'existeraient pas. On s'est attaché sur la stricte démocratie,
donc sortir un petit peu des murs. Et l'idée justement c'est de sortir les jeunes et d'aller expliquer ce qu'est la participation via certainement les clameurs. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous invite à les découvrir, qui est une équipe très dynamique. Ouais. Et donc on fait beaucoup de veille et voilà, je travaille avec Denis Pension, nous sommes deux sur ce programme.